bonjour à ceux qui nous rejoignent, ceux et celles. On va laisser quelques minutes pour que tout le monde se connecte. On démarrera dans à peu près 2 à 3 minutes. Merci à ceux qui nous rejoignent. On se donne jusqu'à 11h02, 11h03 pour démarrer. Beaucoup de participants qui sont en train de se connecter. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si tout fonctionne correctement techniquement, maintenant et pendant le webinaire, évidemment. Et je profite des arrivées successives pour vous rappeler que vous avez la possibilité de converser avec nous et d'échanger dans les questions-réponses. Donc, ce que quelqu'un vient de faire. Bonjour, merci pour du coup l'indication du bon fonctionnement. Donc, n'hésitez pas à intervenir évidemment au cours du webinaire dans les questions-réponses. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible au fur et à mesure. Et sinon, de consacrer quelques minutes en fin de webinaire pour traiter les questions qu'on n'aurait pas pu traiter en cours de présentation. Encore 2 petites minutes. Et on va démarrer. Pour les questions spécifiques, j'en profite, on pourra évidemment ultérieurement revenir vers vous. Je pense qu'à la question qui vient d'être posée sur la question de l'attestation. N'hésitez pas à nous la poser, il y aura nos coordonnées à la fin du webinaire, pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Très bien, je vous propose de démarrer. On est déjà assez nombreux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue à ce webinaire qui est consacré au choix d'une plateforme de l'énergie. Merci parce que vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce webinaire. Vous êtes encore nombreux à nous rejoindre. Et c'est un webinaire que j'ai beaucoup de plaisir à co-animer avec Amélina aujourd'hui. Bonjour. Et Amélina a la particularité d'être Energy Manager chez Adviseo. Et donc, elle est elle-même utilisatrice de plateformes de management de l'énergie au quotidien. Et la particularité d'Amélina, c'est notamment qu'elle a travaillé avec plusieurs plateformes de management de l'énergie, évidemment celles qu'on édite chez Adviseo, mais aussi d'autres au cours de ses expériences. Donc, ça lui donne un regard et des référentiels de comparaison intéressants pour notre discussion du jour. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde notre programme d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par contextualiser le webinaire, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises et de collectivités en ce moment qui sont sur des projets ou qui s'interrogent sur le fait d'intégrer une plateforme de management de l'énergie. Et ça, c'est beaucoup impacté par des facteurs exogènes qu'on discutera ensemble au départ, pour arriver au fur et à mesure vers les critères de choix à la fois de la plateforme qui nous semble pertinent de regarder et du prestataire. Et en fin de présentation, Amélina présentera des cas pratiques d'utilisation plutôt orientés énergie management, puisque c'est son prisme dans son métier. Et on conclura la présentation donc, dans à peu près 1 heure. Petite précision méthodologique, avant de commencer, le webinaire n'a pas vocation à faire un benchmark à proprement parler de l'ensemble des solutions du marché. Pourquoi? Parce qu'on serait jugé parti. Nous-mêmes éditons une solution logicielle de management de l'énergie. En revanche, ce qu'on va essayer de faire, c'est parce qu'on utilise aussi dans nos projets d'autres plateformes logicielles quand on fait de l'ingénierie
auprès des entreprises et collectivités. On va essayer de vous donner des clés de réflexion pour être sûr que dans les choix que vous faites, vous ayez une vraie corrélation entre vos besoins, vos objectifs et le type de plateforme que vous allez retenir. Quelques mots rapidement sur Adviseo. Donc, Adviseo est une filiale du groupe d'ingénierie CETEC, que peut-être certains et certaines d'entre vous connaissent. On est né d'une démarche d'intrapreneuriat au sein du groupe CETEC il y a à peu près 6 ans maintenant, sur l'idée d'appliquer le savoir-faire CETEC, qui est un savoir-faire d'ingénierie d'excellence qui est reconnu, à l'exploitation des bâtiments et plus précisément à la performance énergétique. Aujourd'hui, on est 55 collaborateurs. C'est un chiffre qui évolue assez vite puisqu'on on a la chance d'avoir une forte croissance. Donc, on recrute assez régulièrement. On a un peu plus de 150 clients avec un nombre de mètres carrés, vous voyez, qui commence à être assez conséquent puisqu'on a la chance de travailler sur des patrimoines immobiliers importants, notamment sur du tertiaire de bureaux, mais aussi sur des collectivités. Donc, on a un spectre assez large en termes bâtimentaires. On travaille aussi avec des industriels, voilà, qui nous donnent une vue et des référentiels de comparaison assez intéressants pour notre travail. Et notre mission, c'est vraiment de faire des économies d'énergie aux entreprises et aux collectivités. Et pour ça, on a construit un dispositif avec 3 briques majeures. Une première qui consiste à collecter les données d'énergie du client, ensuite les centraliser et les analyser avec de la data science, notamment sur une plateforme de suivi énergétique, qui est notre thème du jour, et ensuite un pilotage par des energy managers qui peuvent être chez nous et qui peuvent être aussi chez des partenaires. Donc, quelques éléments de contexte sur ce qui impacte aujourd'hui, y compris les décisions que vous pouvez avoir à prendre autour de la plateforme de l'énergie. Alors là, ce qu'on vous présente, ça n'a pas comment dire, vocation anxiogène. Désolé pour le logo sur la Covid-19, mais ça, c'est le cocktail gagnant du moment sur les défis que vous avez pour la gestion énergétique de vos bâtiments. Donc, il y a d'une part un aspect réglementaire qui vous concerne, je pense, pour beaucoup, donc qui est le décret tertiaire, et qui a 2 particularités, qui vient à la fois vous obliger sur le reporting de vos consommations d'énergie. Quand qui dit reporting dit déjà connaissance et centralisation de ces données, d'où le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs en ce moment qui s'interrogent et qui bougent sur ces questions-là. On y reviendra rapidement sur ce que ça implique plus précisément. Et aussi ce que vient faire le décret tertiaire en exploitation. Et ça, on commence à sentir l'effet de changement de paradigme sur l'ensemble des professions qui sont concernées, c'est de mettre des obligations de résultats sur les réductions de consommation énergétique en exploitation, ce qui est nouveau sur cette thématique. Ensuite, vous avez un plan de relance gouvernemental qui vise à avoir une reprise d'activité vertueuse sur le plan de l'environnement, sur le plan écologique, qui prévoit donc 6,7 milliards d'euros d'investissement sur les thématiques de rénovation énergétique, dont une assez grosse partie, 4 milliards en l'occurrence, sur les collectivités. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça vient donner de nouvelles opportunités financières, et y compris potentiellement sur des notions qui sont connexes à la plateforme de management de l'énergie, voire sur la plateforme elle-même. Par exemple, il y a déjà une fiche C2E qui concerne l'industrie et qui finance tout ou partie d'une plateforme de suivi. On commence à voir, et ça, on fait une veille active sur ces sujets, y compris sur les collectivités et sur les acteurs privés tertiaires, des choses qui pourraient aussi être de nature dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à vous aider à financer des outils de suivi énergétique. Parce que c'est clairement exprimé dans le plan de relance, et il y a une matérialisation qui se fait au fur et à mesure à travers différents acteurs, ADEME, Banque des territoires, aussi les préfectures qui sont concernées par ces questions-là. Et enfin, on a une situation sanitaire qui a un impact évidemment majeur sur la gestion et l'exploitation des bâtiments, notamment pour des questions de sous-occupation. On fera un rapide focus là-dessus après, et qui est durable. C'est pour ça qu'on le met ici. Pour nous, ce n'est pas simplement conjoncturel, c'est que notamment la sous-occupation des bureaux et ce qu'elle implique en termes de suivi fin de l'énergie peut avoir, on pense que ce sera une situation assez durable. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, vous avez des opportunités nouvelles parce que vous avez un poids et une légitimité sur les questions que vous traitez au quotidien qui est plus forte que ce qu'elle était auparavant. Donc ça, c'est une opportunité de faire vraiment effet de levier sur vos efforts,
mais dans un contexte et dans un cadre qui implique une complexité plus grande. Et qui dit complexité plus grande, dit nécessité d'avoir des outils qui vous aident dans vos tâches d'automatisation, qui vous permettent de vous concentrer sur votre métier et sur là où vous avez la plus forte valeur ajoutée. Et c'est là où la plateforme de monitoring énergétique prend une importance peut-être encore plus capitale dans ce contexte-là. Donc très rapidement sur le contexte sanitaire et quelques impacts qu'on voit nous et qu'on discute régulièrement et sur lesquels on accompagne nos clients en ce moment, parce qu'ils ont aussi un enjeu sur la plateforme. Il y a la question des économies d'énergie. Vous avez peut-être vu que dans le cadre du décret tertiaire, l'année 2020 a été neutralisée. On ne sera pas considéré comme une année de référence viable. Et on comprend tout à fait pourquoi. Et nos énergie managers, et Amélina est concernée aussi, s'arrachent les cheveux en ce moment, en 2020, sur le calcul des économies d'énergie et surtout sur la répartition de ces économies d'énergie entre les acteurs ou les actions. Il y a beaucoup plus de facteurs exogènes du fait de la situation sanitaire qu'on doit prendre en compte. Par exemple, une des recommandations sanitaires consiste à mettre les CTA en H24, ce qui a un impact à la hausse sur les consommations. Et d'un autre côté, vous avez la sous-occupation des locaux, qui n'est pas toujours suivie d'économies d'énergie proportionnelles à cette sous-occupation pour différentes raisons qu'on liste là. Ce qu'on a vu, et en lien avec la plateforme, c'est que le fait d'avoir une plateforme, notamment avec des données temps réel et très réactives, nous ont permis d'agir avec les clients beaucoup plus vite que si on était en attente, par exemple, d'une facture qui arriverait même à mois plus 1. Donc la plateforme prend d'autant plus d'importance quand vous avez des situations de modulation d'occupation, puisque vous pouvez agir sur certains usages, coordonner les efforts avec les mainteneurs pour être sûr qu'il y a des économies d'énergie sensibles dans le cas où les bâtiments sont sous-exploités. Donc, le décret tertiaire, c'est très rapidement, on a, vous le savez, des objectifs de réduction de consommation très significatifs, soit en valeur relative, soit en valeur absolue. Et un mot là-dessus, il y a eu un premier arrêté sur les valeurs absolues qui a défini les valeurs étalons sur les bureaux, l'enseignement et la logistique. Et il y a 2 autres arrêtés qui sont prévus prochainement sur les valeurs absolues pour préciser tout ça. Et parce que ça a un impact évidemment sur vos projets, notamment sur la cadence de vos projets, sur l'implémentation de plateformes, on voulait vous rappeler le calendrier autour du décret tertiaire, notamment parce qu'il y a pas mal de questions en ce moment sur cet aspect-là. Il y a bien la première échéance déclarative qui est maintenue au 30 septembre 2021 de vos consommations d'énergie 2020. Ce qui a été décalé, c'est le choix de l'année de référence, donc au 30 septembre 2022. Mais il y aura bien le 30 septembre 2021 au plus tard la déclaration à faire sur Opérat de vos consommations de 2020, et y compris dès maintenant, dans les prochaines semaines, des questions patrimoniales qui vont être déclarées sur la plateforme Opérat. C'est des choses à suivre attentivement. Voilà, et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque l'enjeu de la plateforme, au-delà des réglementations et de tout ce qu'on vient de voir, c'est aussi un enjeu d'efficacité de coordination. Et je vais laisser la parole à Amélina pour qu'elle vous présente ce que la plateforme apporte au quotidien, justement. Donc, nous allons maintenant parler du management de l'énergie sans plateforme. Donc, plus le parc bâtimentaire est important, plus les difficultés de le gérer sans logiciel sont grandes. En effet, vous avez peut-être rencontré les difficultés suivantes. Vous n'arrivez pas à calculer vos économies d'énergie car vous n'avez pas de référentiel de comparaison. Tout cela est dû au fait que vos informations sur votre patrimoine et vos données énergétiques sont éparpillées, car la collecte de celles-ci est fastidieuse et parcellaire. Si tout était regroupé au même endroit, il serait plus facile de suivre et contrôler vos factures d'énergie et ce serait moins chronophage. De plus, vos équipes mettent du temps à identifier les dérives quand elles se présentent, car prenons l'exemple d'une fuite d'eau. Vous allez recevoir une facture à mois plus 3 et donc pas détecter les dérives facilement et automatiquement. Alors que si tout était regroupé sur une plateforme, vous pourrez paramétrer des alertes, par exemple. Et enfin, le partage d'informations avec les parties prenantes est inopérant car tout n'est pas regroupé au même endroit, le plan d'action est partagé entre différents acteurs, etc.
Donc, voici les difficultés que vous rencontrez peut-être sans plateforme de management de l'énergie. Et donc, quels sont les bénéfices de celle-ci? Elle va vous permettre de collecter toutes vos données, de les analyser et enfin de communiquer et coordonner sur toutes les actions que vous allez mettre en place pour atteindre votre objectif. Donc, on va le séparer en 4 étapes. Tout d'abord, vous allez centraliser toutes vos données grâce à celle-ci. Donc, récupérer vos factures d'énergie de manière automatique, récupérer vos données fournisseurs, IoT, de capteurs communicants, des données GTB, et tout centraliser sur une plateforme unique. Grâce à cette collecte de données facilitée, vous allez pouvoir identifier des choses. Donc, par exemple, s'il vous manque des données, car quand tout est centralisé au même endroit, ça saute aux yeux quand il en manque. Ensuite, vous pourrez identifier des actions. Par exemple, des actions quick win, qu'on va appeler quick win, c'est-à-dire avec un retour sur investissement rapide. Prenons l'exemple de l'optimisation des puissances souscrites qu'on verra plus tard. Ensuite, vous pourrez faire des analyses grâce aux données que vous avez centralisées. Donc, analyser des courbes de charge pour voir si le profil de consommation de votre bâtiment est correct, ou encore analyser des courbes de température pour suivre le confort des occupants. Et tout cela va vous permettre de concilier performance énergétique et confort. La troisième étape, c'est que vous allez pouvoir comparer facilement toutes les données collectées. Donc, comparer des bâtiments entre eux, mais notamment avec des bâtiments de la même typologie. Par exemple, comparer des écoles avec des écoles, des stades avec des stades, mais pas une école avec un stade, car ce n'est pas les mêmes usages, ce n'est pas les mêmes équipements. Donc, il faut comparer énergétiquement ce qui est comparable. Grâce à la plateforme, vous aurez accès à beaucoup plus d'analyses. Par exemple, l'analyse d'une semaine type. Une semaine type, c'est un profil de consommation type sur une semaine et vous allez pouvoir la comparer à la semaine d'avant, au mois d'avant, à l'année d'avant. Et donc, voir si vous êtes amélioré dans le temps. Donc, comparer des périodes entre elles. Enfin, le dernier bénéfice, et qui n'est pas des moindres, c'est la coordination et la possibilité de communiquer grâce à la plateforme de management de l'énergie. En effet, vous aurez une même interface de dialogue pour tous les acteurs autour de l'énergie et ils pourront avoir des accès différenciés en fonction de leur rôle. Par exemple, une personne qui va gérer la facturation va plutôt vouloir voir les euros. Un énergéticien va vouloir voir les kilowattheures et vous pourrez leur donner les informations dont ils ont besoin en fonction de leur rôle. Ensuite, le plan d'action le suivi du plan d'action sera facilité car tout sera sur la plateforme. Vous pourrez attribuer des rôles, des responsabilités à chacun. Tout le monde saura ce qu'il a à faire. Vous pourrez mettre un suivi grâce à des indicateurs et tout cela va vous permettre de suivre facilement vos objectifs et éditer des rapports personnalisés pour communiquer grâce à la plateforme. J'ajouterais un autre apport de la plateforme pour les équipes sur le terrain, on va dire, les énergéticiens. Donc, ça va leur permettre un changement d'échelle et d'être plus performants. Je vais m'expliquer. Sans plateforme de management de l'énergie, un énergéticien va pouvoir gérer 3 à 10 bâtiments car la collecte des données est fastidieuse, les analyses, il faut qu'il crée son outil pour les faire, il ne va pas forcément pouvoir tout préenregistrer. Alors qu'avec une plateforme, la collecte des données est automatisée, il va pouvoir préenregistrer des choses, pré-paramétrer, donc il verra d'un coup d'œil la performance de son site et il va pouvoir changer d'échelle et gérer un parc entier comparé à 3 à 10 bâtiments sans plateforme. Donc, c'est un apport énorme pour les équipes métiers. Donc maintenant qu'on a parlé des avantages de la plateforme, il faut se demander qu'est-ce que vous souhaitez en faire. Donc, définir des objectifs très clairs. Prenons l'exemple du décret tertiaire qui est un enjeu réglementaire. Cette réglementation, elle bouleverse un peu la manière d'appréhender la performance énergétique car elle fixe des obligations de résultats aux propriétaires et aux occupants des bâtiments. Donc,
une des premières étapes de la stratégie de réponse à ce décret, ça va être de récupérer les données facturantes et de pouvoir les mettre sur Opérate. Donc, à un objectif, vous allez vouloir choisir la plateforme qui va y répondre. Vous aurez d'autres objectifs réglementaires, par exemple ici, suivre la certification ISO 50001, réaliser des rapports RSE ou réaliser des audits énergétiques ou encore un bilan carbone. Vous pouvez aussi avoir des objectifs internes. Par exemple, contrôler vos factures et donc réduire votre coût énergétique. Ou encore, peut-être que vous avez lancé une stratégie de travaux et donc vous voulez prioriser les travaux et étudier leur financement grâce à des certificats d'économie d'énergie. Vous allez vouloir avoir une plateforme qui va vous aider à faire ça. Ensuite, peut-être que vous voulez maîtriser et contrôler la fiabilité de vos données GTB. Il faut que la plateforme vous permette de faire ça. Et enfin, des objectifs externes. Donc, par exemple, concilier le confort des usagers en respectant vos objectifs de performance énergétique ou encore apporter de la green value, donc de la valeur verte, on va dire, à votre patrimoine immobilier et communiquer sur votre démarche. Donc, une fois que vous aurez défini et hiérarchisé vos différents objectifs, il va falloir que vous définissiez les critères de choix relatifs à la plateforme. Merci, Amélina. Je vais laisser Xavier parler de ce sujet. Donc, effectivement, sur les objectifs qu'on a listés, ce n'est pas une liste exhaustive. C'est des choses qu'on a, nous, suffisamment régulièrement rencontrées chez les clients. Ce qu'on voulait vous donner, c'est une grille de lecture et insister sur le fait que la plateforme, elle doit répondre à des objectifs d'abord macro-donnés pour pouvoir vraiment répondre à vos besoins. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur des critères de choix qui nous semblent être importants à regarder quand vous êtes devant la décision de choisir une plateforme de monitoring. Alors d'abord, il faut vous poser la question de à qui cette plateforme va servir, à qui elle va s'adresser. Il y a deux grands éléments là-dedans. Il y a une partie sur le plan bâtimentaire, c'est-à-dire est-ce que la plateforme elle est en mesure de collecter des données. On fera un focus tout à l'heure sur la collecte justement de bâtiments et d'environnements divers avec des sources qui peuvent être techniquement différentes à traiter. Et aussi, est-ce qu'elle va plutôt s'adresser à des énergéticiens, à des personnes qui sont en charge de la partie RSE, à des mainteneurs, ou à toutes ces personnes-là, auquel cas il faudra que vous vous assuriez qu'elles répondent à l'ensemble de leurs besoins spécifiques. On regardera juste après ce qui nous semble être les besoins justement de chacun de ces rôles. Et la gestion des rôles justement est très importante, c'est-à-dire de la modularité de la plateforme sur sa capacité à répondre à chacun des rôles avec peut-être des droits attribuables spécifiques. Et une chose que vous devez regarder, parce que c'est dans l'opérationnel, ça sera absolument essentiel, et dans la coordination dont parlait Amélina. Le traitement des données, c'est un point très important que vous rencontrez en ce moment beaucoup, et notamment autour du décret tertiaire et de la première étape de collecte de reporting, et donc qui implique de collecter ces données. Il y a plusieurs éléments là-dedans qu'on détaillera tout à l'heure. Notamment, nous, on essaye de mettre vraiment un point d'attention particulier, c'est sur la fiabilisation de ces données et le contrôle. Et Amélina vous en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Les fonctionnalités, évidemment, une plateforme embarque tout un tas de fonctionnalités qui sont ça peut aller assez loin en fonction des plateformes et des typologies de secteurs d'activité qu'elles adressent. Donc, il faudra surtout corréler ces fonctionnalités aux personnes qui vont l'utiliser et aux objectifs que vous aurez définis pour votre projet et comment ces fonctionnalités évoluent dans le temps. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui proposent des plateformes aujourd'hui qui sont des sociétés assez jeunes et donc qui font progresser progressivement la solution avec des ajouts successifs. Donc, n'hésitez pas à vous interroger sur la fréquence de ces mises à jour et la manière dont tout ça est opéré. Voilà. Et après, il y a des logiques potentiellement de sécurité qui peuvent être propres à vos organisations respectives que vous allez forcément regarder. Ce qu'on peut penser en premier, c'est est-ce que vous allez plutôt partir vers une solution SaaS, cloud ou on-premise, c'est-à-dire avec toute la partie logicielle qui est
hébergés sur site. Si vous vous dirigez plutôt vers on-premise, ça va vous, de fait, et pour des raisons de sécurité, réduire votre choix de manière assez drastique. Parce qu'aujourd'hui, il y a assez peu de solutions qui sont on-premise sur le marché. Voilà. Après, vous pouvez, en fonction des exigences que vous avez, on vous a listé quelques autres éléments concernant la sécurité qui reviennent régulièrement dans les cahiers des charges et dans ce que nous, on a à répondre au quotidien. On parlait de l'importance de bien savoir à qui va s'adresser la plateforme. Donc là, on a essayé de vous référencer par grande catégorie de métiers, les objectifs et les fonctionnalités que vous pouvez attendre de la plateforme vis-à-vis de ces objectifs. Donc, ce n'est pas exhaustif, évidemment, c'est toujours difficile de ranger des fonctions dans des cases. Donc, on a décidé de le faire sur 4 éléments qui nous paraissent importants. D'abord, la partie achat, énergie, donc toutes les personnes qui vont gérer des questions budgétaires, on pourrait aussi étendre à la partie en fonction des profils, ça peut être des responsables facturation, des responsables administratifs, des responsables comptables, qui vont avoir des objectifs principalement sur l'optimisation des contrats, sur les maîtrises des charges, des coûts d'exploitation, évidemment, et avec un volet important sur le contrôle et le suivi des factures. Ensuite, vous avez les personnes qui sont en charge de la performance, au sens énergétique comme environnemental. Ça peut être à la fois des directions techniques, des directions RSE que vous représentez. Et là, votre point d'attention particulier doit être mis sur les objectifs que vous allez devoir atteindre, sur l'analyse des écarts par rapport à ces objectifs, et vous allez sans doute devoir rendre des comptes à différents niveaux. Et donc, ça implique d'avoir des données qui sont exploitables pour ces objectifs-là. L'Energy Manager, donc Amélina aura l'occasion de vous en reparler plus en détail tout à l'heure. Il a le prisme énergétique et évidemment l'économie d'énergie comme obsession. Donc, il doit identifier les gisements d'économie d'énergie, recommander les actions, suivre l'impact de ces actions quand elles sont réalisées et coordonner les efforts autour de la thématique de la réduction des consommations d'énergie. Le mainteneur, il est absolument essentiel dans cette chaîne, évidemment, pour aller jusqu'à l'économie d'énergie, puisqu'il s'assure de la maintenance des équipements, il s'assure du confort des occupants. C'est impossible de décorréler performance énergétique et confort des occupants, évidemment, et de réaliser les actions, notamment des actions, par exemple, de travaux ou en fonction des spécialités sur les équipements. Donc, ça peut être aussi des changements d'équipement. Voilà. Et en face de ces fonctions, en face de ces objectifs, pardon, vous avez des fonctions que la plateforme va pouvoir vous apporter et qui vont être essentielles par rapport à ces groupements de fonctions. Donc, vous avez, pour les fonctionnalités attendues vis-à-vis de l'acheteur énergie, tout ce qui concerne le suivi des factures, le suivi budgétaire, l'optimisation des puissances souscrites. On reviendra un petit peu visuellement après sur ces éléments. Pour la personne qui est en charge de la performance, tout ce qui concerne les bilans énergétiques, les rapports, la notion de benchmark entre les sites quand vous gérez des patrimoines immobiliers importants, de top flop, sont des choses qui seront assez essentielles. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est ce qui nous paraît être les fonctions clés pour ces différents métiers. L'Energy Manager, lui, va regarder tout ce qui est courbe de charge, va construire des tuiles personnalisées pour l'aider dans ses analyses. Et on a mis entre le suivi des plans d'action entre le mainteneur et l'Energy Manager parce que les deux sont concernés par cette question-là. Mais c'est important que vous ayez en tête que la plateforme doit vous servir, y compris dans le suivi de ces plans d'action. Ça me semble assez important dans l'animation autour de la performance énergétique. Il y a des systèmes d'alerte dans les plateformes qui peuvent être plus ou moins sophistiqués et qui sont très utiles aux mainteneurs, notamment des alertes par exemple sur les températures, sur le confort ou sur l'énergie. Et vous avez aussi des notions sur le bâtiment lui-même que vous allez pouvoir trouver dans les dashboards et qui vont intéresser particulièrement le mainteneur. Quelques visuels pour vous illustrer justement ce qu'on vient de se dire sur chacune des fonctionnalités. Donc, précision d'importance, les visuels qu'on va vous présenter sont issus de la plateforme de suivi énergétique Adviseo qu'on édite, puisque c'est celle qu'on maîtrise et qu'on connaît, mais il y a beaucoup de plateformes sur le marché avec des fonctionnalités qui sont souvent très semblables ou connexes. Hein. Donc, en tout cas, c'est pour vous donner une illustration de comment ça peut se matérialiser concrètement. Donc là, vous voyez un tableau de bord budget. Donc, sur le budget, vous allez retrouver à la fois la fiche d'identité du bâtiment, mais aussi des choses assez spécifiques comme l'optimisation des contrats d'énergie.
donc c'est les fameuses puissances souscrites dont on parlait juste après. On a un slide qui vous l'expliquera un peu plus. Ça vous donne aussi une alerte pour les factures qui ne seraient pas parvenues, et ça arrive assez régulièrement. Donc ça permet d'essayer de comprendre avec les fournisseurs pourquoi ces factures ne seraient pas parvenues. Et enfin, vous avez une partie qui permet vraiment de comparer, de détecter des erreurs avec une comparaison qu'on fait entre l'estimé et les factures. Et ensuite, vous avez des notions d'atterrissage budgétaire qui vous permettent de suivre vos budgets au fur et à mesure du temps. Et ici, vous le voyez, vous avez le suivi sur des périodes que vous définissez de votre budget, avec toujours une comparaison à ce que vous avez prévu pour pouvoir soit peut-être provisionner des choses dans le futur, soit analyser les écarts et comprendre pourquoi vous êtes en dérive. On parlait de l'optimisation des puissances souscrites. Ça nous a paru important de faire un focus là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est, une fois que la plateforme est déployée, une solution simple et assez rapide pour faire des économies, non pas à ce stade d'énergie, mais déjà des économies en euros qui peuvent être de nature à quasiment vous rembourser les plateformes. Donc, c'est très intéressant de regarder ce que ça permet. Donc, avec l'analyse, on a construit un algorithme. Donc, n'hésitez pas à demander d'ailleurs aux prestataires quel type d'algorithme et comment ces choses-là sont concrètement calculées. On a construit un algorithme qui vous permet de voir si vous n'êtes pas en surestimation de la puissance que vous avez souscrite, et donc de pouvoir contacter votre fournisseur. Et là, ce que fait le bouton que vous voyez, contacter mon fournisseur, c'est créer un mail type avec le PDL concerné, le montant, et c'est vous aider dans la démarche d'aller peut-être changer votre abonnement. Voilà, ce que beaucoup de nos clients font, c'est qu'ils ne vont pas forcément envoyer le mail à ce stade, mais plutôt utiliser le mail avec les références pour appeler leur contact direct chez le fournisseur, par exemple. On parlait tout à l'heure des actions et des alertes. Ça, c'est une vue qui est de temps réel, qui est particulièrement intéressante pour notamment les mainteneurs. Donc, les alertes, vous allez pouvoir fixer des seuils qui vont vous dire si vous êtes en surconsommation ou en sous-consommation. On peut penser comme exemple concret à, par exemple, les températures d'eau chaude sanitaire, où on va pouvoir mettre des sondes de contact en entrée et en sortie et voir si la température de l'eau ne descend pas sous le seuil réglementaire. Ça, c'est des choses sur lesquelles les alertes peuvent très concrètement vous aider. Et ensuite, vous voyez une vue des sondes qui sont déployées sur un projet, avec une partie concernant la météo, une partie qui concerne les sondes des températures du bâtiment concerné, et ensuite les compteurs communicants dont vous aurez remonté les données. Là, c'est dans leur vue macro, et après, en cliquant, vous pouvez avoir le détail de ce que vous donne chaque sonde, chaque compteur, etc. Voilà, et les tuiles personnalisées, Amélina vous en reparlera tout à l'heure, parce que dans son métier, c'est quelque chose qui est assez important. C'est la possibilité de croiser des données et du coup d'affiner les analyses pour notamment l'énergéticien. Sur la performance, donc là pour plutôt les personnes qui sont en charge de s'assurer du suivi vis-à-vis des objectifs, vous avez des choses très concrètes qui vous permettent de voir où vous vous situez. Là, par exemple, c'est sur les 12 derniers mois, ce que vous visualisez en haut à gauche, vis-à-vis des économies d'énergie estimées. Ça me permet de commencer à passer un message qu'Amélina vous repassera tout à l'heure. C'est évidemment, quand on parle d'économie d'énergie, la notion de référentiel est fondamentale. Nous, en l'occurrence, on a un référentiel IPMVP qui fait foi chez nous, dont Amélina vous reparlera. Et c'est des choses qui sont importantes évidemment à regarder quand vous choisissez la plateforme, c'est comment sont estimées ces économies d'énergie et de vous mettre d'accord sur ces règles de calcul. Le top flop et la cartographie, donc ça c'est notamment pertinent pour des parcs immobiliers et des patrimoines importants. C'est la possibilité de voir d'un coup d'œil sur la performance énergétique, donc ramenée au mètre carré, où se situe chacun de vos sites pour savoir où est-ce que vous allez pouvoir concentrer, devoir plutôt concentrer vos efforts. Et en cliquant sur chacun des petits points qu'on voit sur la carte, vous arrivez sur le bâtiment donné. Voilà. Et sur la notion de performance, on a voulu aussi vous illustrer avec un onglet spécifique qu'on a sur l'ISO 50001, sur le suivi de l'ISO 50001, parce que non seulement c'est pour vous dire qu'on sait suivre ce genre de choses sur la plateforme, chaque plateforme peut avoir des suivis spécifiques
sur différentes thématiques. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une problématique spécifique comme l'ISO 50001, à vous assurer que la plateforme vous aidera dans le suivi de cette certification. Et vous avez, c'est très proche du décret tertiaire philosophiquement, l'ISO 50001, une notion de référence avec des engagements et les consommations qui sont ramenées aussi avec la variation climatique, ce que vous pouvez voir en bas. Donc ça, c'est des choses qui, quand vous regardez une plateforme et quand vous l'utilisez, qui vous font gagner beaucoup de temps, à la fois dans la visualisation des éléments et potentiellement dans la communication auprès des parties prenantes sur l'atteinte de vos objectifs. Ouais, je vais laisser la parole à Mélina pour vous parler de la collecte des données. Donc, on a un petit peu parlé de collecte de données précédemment, mais on va rentrer un peu plus dans le détail, car c'est à ce moment-là que commence la stratégie énergétique patrimoniale. Donc, quels outils existent pour collecter les données et quelles sources est-ce que vous voulez collecter? Donc, on va parler, par exemple, des factures. Donc, vos factures énergétiques, on va pouvoir les collecter automatiquement, soit via FTP ou grâce à des mappings de factures, etc. Il faut bien vérifier que votre plateforme puisse le faire. Ensuite, on va avoir accès à différentes sources de données, donc les données distributeurs et les données fournisseurs, notamment les courbes de charge qu'on va venir récupérer, et ça va vous permettre de faire des analyses plus fines. On peut les récupérer notamment via des connecteurs API. Et enfin, il y a des comptages automatisés, notamment des capteurs communicants ou le fait de rendre communicant une GTB. Donc, c'est assez important de réfléchir à obtenir une source de données la plus précise possible, car ça va vous permettre de faire de l'energy management. Par exemple, avec une facture, vous allez analyser les factures et voir les dérives qu'un mois après, alors qu'avec du comptage automatisé, vous allez avoir la donnée en temps réel. Ça va permettre aux énergéticiens de faire des analyses fines et de tout détecter en temps réel. Ensuite, lorsque vous allez confronter les prestataires qui vont vous faire des offres sur les plateformes de management de l'énergie, c'est important de voir quelle typologie de sources ils peuvent remonter. Donc, je m'explique. Par exemple, sur les factures, il faut que vous vérifiez que la liste de fournisseurs que vous avez est bien prise en compte dans cette plateforme, notamment pour le mapping des factures. Et ça va être la même chose pour toutes les différentes autres sources d'énergie. Donc, les GRD, les capteurs communicants, les gestions techniques des bâtiments, ou encore la relève manuelle, qui est quelque chose d'assez simple à mettre en place, mais il faut pouvoir la remonter facilement sur la plateforme. Et il va y avoir la même chose pour le confort, la maintenance et les autres systèmes d'information. Il faut que le prestataire puisse remonter ces informations. Donc, bien confronter les offres qu'on va vous faire et vérifier qu'on remonte toutes les sources de données et notamment que le prestataire travaille à remonter encore plus de sources de données dans le futur. Et si vous avez des besoins spécifiques, voir s'ils veulent bien travailler avec vous pour les remonter. Donc maintenant, on va parler de l'apport de la data science par rapport à toutes ces données collectées. Donc, je vais faire une petite définition de la data science. C'est l'extraction d'informations exploitables à partir de données brutes. Donc, par exemple, vos factures, vos capteurs, vos GTB et les autres sources, ça va donner une quantité énorme de données. Il faut les analyser, les comparer et en extraire le meilleur. Et ça, c'est l'apport de la data science. Donc, on va parler des bénéfices et des limites de la data science, car parfois, on peut penser que grâce à la data science, on peut tout faire, ce qui n'est pas le cas. Donc, ces bénéfices, c'est que ça va nous permettre d'ingérer et analyser des volumes de données très importants et donc de faire plus en moins de temps. Car si l'énergéticien devait le faire tout seul de son côté, analyser toutes ces données, ça lui prendrait beaucoup trop de temps, alors que les data scientists vont automatiser ces tâches et l'aider, notamment, par exemple, pour appliquer plus simplement des données de variables. Et enfin, les limites de la data science, c'est qu'on est toujours dépendant de la disponibilité et de la qualité des données à la source. Si la donnée n'existe pas, la data science ne peut pas la créer. Si la qualité de la donnée à la source est très médiocre, on ne va pas pouvoir faire des miracles. On va peut-être améliorer la donnée, mais elle ne sera pas parfaite en sortie.
Enfin, dans nos métiers, c'est très important que les data scientists évoluent dans un écosystème d'énergéticiens pour bien répondre à nos besoins métiers. Il faut que la plateforme soit co-construite avec des énergéticiens, mais aussi avec les data scientists, pour bien répondre aux besoins de la plateforme. Donc, c'est important qu'il y ait une synergie entre la data science et l'energy management pour que l'energy manager apporte sa vision du terrain et confronte les données que le data scientist va lui présenter et qu'il s'assure de leur cohérence. Parce que lui, il connaît le terrain, il connaît les valeurs de référence, comment la courbe est censée être, il va pouvoir confronter tout ça. Et le data scientist, lui, de son côté, il va aider l'energy manager en créant des algorithmes de calcul ou de qualification des données. Et il va automatiser un maximum de choses pour permettre le traitement d'un très grand volume de données et aider l'energy manager. Donc, les bénéfices, au final, de cette synergie, c'est des données fiables et centralisées, un gain de temps important pour les analyses et des fondations solides pour commencer votre stratégie énergétique. Donc, des exemples de ce que peut faire la data science, c'est comparer les données facturantes avec les données facturées qui sont sur les portails clients, par exemple. On veut bien préciser que les factures sont correctes, mais parfois, il y a des écarts entre les différentes sources de données. Et grâce à la data science, on va pouvoir les analyser facilement, les repérer et se questionner pourquoi est-ce qu'il y a des écarts comme ça et trouver des solutions et analyser plus en détail. Alors que sans data science, par exemple, je ne pense pas que chaque energy manager aille confronter toutes les différentes sources de données, car ça lui prendrait trop de temps. Donc, en résumé, s'il y a des mauvaises données d'entrée, même avec les meilleurs algorithmes du monde, les plus pointus, les résultats ne seront pas bons, car il faut quand même une certaine qualité de données en entrée pour pouvoir faire des analyses plus poussées. Merci Amélina. Et ce point nous semble très important pour deux raisons, parce que derrière la plateforme, il peut y avoir un fantasme sur ce qu'elle fait automatiquement, et notamment au travers de la data science. Il faut rester très humble vis-à-vis de ça et vigilant sur le fait que la plateforme, elle vous aide, mais elle ne va pas réaliser les économies d'énergie pour vous. Et il y a une notion de contrôle de différents acteurs qui reste assez fondamentale. L'autre point qui le rend encore plus important en ce moment, dans la fiabilité des données, c'est évidemment les notions de référentiel par rapport à vos objectifs de réduction de conso dans le cadre du décret tertiaire. La qualité des données que vous utilisez, c'est les fondations de votre stratégie de management de l'énergie pour les prochaines années. Donc, il ne faut surtout pas négliger cette phase et la notion de contrôle et de fiabilisation justement de tout ça. Maintenant, quand on parle de plateformes de management de l'énergie, ces plateformes sont portées par des prestataires et ça nous semble important aussi de vous donner une grille de lecture sur qu'est-ce qu'il faut regarder en fonction de vos objectifs, évidemment, hein, c'est toujours pareil, et en fonction des ressources que vous avez en interne chez le prestataire qui va vous vendre la plateforme et vous accompagner. Donc d'abord, il y a des choses très faciles à regarder sur le profil de la société qui vous fournit la plateforme. Notamment, il y a des profils qui vont être plus ou moins être des plateformistes, des gens qui sont avant tout éditeurs de plateforme. Donc, dans leur équipes, ils vont avoir surtout des développeurs de la data science et pas trop d'équipes qui sont terrain et qui ont la connaissance métier d'énergéticiens. Là où d'autres vont pouvoir peut-être vous fournir des plateformes et avoir cette capacité à vous accompagner sur le terrain et avoir des personnes qui sont confrontées au métier. Est-ce que c'est une start-up? Est-ce que c'est une PME? Est-ce que c'est un grand groupe? Derrière cette question-là, il peut y avoir la question de la pérennité de la société qui est importante pour nous à regarder. Pourquoi? Parce que le décret tertiaire, il vous amène sur une période durable. Et donc, quand vous choisissez une plateforme aujourd'hui, c'est toujours intéressant de regarder jusqu'à quand, jusqu'à où elle vous amène. Et le coût d'implémentation d'une plateforme, ce n'est pas seulement un coût financier, c'est un coût de temps et de temps homme. Donc, le fait de devoir changer de plateforme, le cas échéant, dans 1, 2, 3 ans, c'est aussi des choses qu'il faut pouvoir anticiper. Et donc, la pérennité de la société qui vous fournit la plateforme est importante à regarder.
Est-ce que c'est une couverture locale, régionale, nationale? Aujourd'hui, il y a beaucoup de bureaux d'études techniques qui peuvent être des petits bureaux d'études qui peuvent s'appuyer sur des plateformes qui ne sont pas forcément les leurs, qui ne sont pas forcément développées, mais qui vont vous vendre dans une offre globale. Et vous pouvez avoir, à contrario, des acteurs, c'est le cas d'Adviseo, qui vont vous proposer à la fois la plateforme, c'est le terme guichet unique, et l'accompagnement autour de l'énergie management. Sur le développement du logiciel, il y a plusieurs questions que vous pouvez poser. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est toujours intéressant de regarder comment les coulisses du développement, parce que ça vous donne des informations sur la manière dont la société est structurée et comment la plateforme va évoluer dans le temps. Donc, notamment, est-ce que le développement il est interne ou outsourcé? Ça, c'est des choses qui peuvent vous donner une idée de la maîtrise sur le développement de la société. Et par exemple, s'ils ont fait appel à une prestation externe à un moment donné, la maintenance de la solution et l'évolution dans le temps peut être plus difficile. Combien il y a de développeurs, combien il y a de data scientists, ça, c'est des choses aussi intéressantes à regarder. Et comme on le disait, est-ce que le prestataire, il est aussi l'éditeur de la plateforme? Parce que le prestataire qui vous vend la plateforme n'est pas forcément l'éditeur de la plateforme, ce qui n'est pas forcément en soi un problème, mais c'est des choses qui vous donneront une idée de la manière dont il travaille. Et enfin, l'accompagnement. Alors, il y a des choses qui sont de l'accompagnement qui vont vous aider dans l'atteinte des objectifs de réduction de consommation. On peut penser à les diagnostics, les audits énergétiques, les schémas directeurs énergie qui vont vous aider à vous focaliser vos efforts là où il faut. Évidemment, plus ça va aller, et quand on doit atteindre 40% d'ici 2030 d'économie d'énergie, évidemment, il y a la question des travaux. Donc, est-ce que le prestataire que vous choisissez pour la plateforme sera aussi en capacité de vous accompagner peut-être sur l'identification, sur le suivi des travaux en termes d'impact sur l'énergie? Il y a beaucoup de questions de financement qui se posent en ce moment. Est-ce que le prestataire va être en conseil, va faire l'ingénierie financière? Ça, c'est des choses que vous pouvez évidemment regarder. Et plus globalement, c'est un thème chapeau là-dessus, c'est l'accompagnement autour de la plateforme elle-même. Est-ce que le prestataire vous fournit la plateforme et laisse vos équipes se débrouiller avec, ou est-ce que le prestataire va s'assurer que la plateforme réponde à vos besoins, ce qui implique un paramétrage au démarrage qui est peut-être un peu plus chronophage, mais qui va vous assurer que la plateforme, elle va accompagner vos efforts dans les prochains mois, les prochaines années. Voilà, et en résumé, on a 3 conseils qu'on voulait marquer au travers des éléments qu'on vient de voir sur le prestataire. C'est toujours bien de se ramener aux faits et aux preuves. Donc, le premier élément qu'on conseille de regarder, et ça, c'est des choses qui peuvent vous être communiquées ou qui sont même publiques, c'est combien, dans une société, d'effectifs sont consacrés à la partie développement et combien sont consacrés à la partie energy management ou énergéticien. Par exemple, chez Adviseo, on a sur 55 personnes, on a plus de 25 personnes qui sont des énergéticiens, des energy managers, qui sont régulièrement au contact des clients sur le terrain et qui vont aider à la réalisation des économies d'énergie, et y compris aider au développement du logiciel. C'est là où c'est assez important de regarder ces ratios, parce que ce n'est pas seulement la capacité de vous accompagner sur les actions, c'est aussi la capacité à avoir un logiciel qui réponde à vos besoins métiers. Ensuite, demander des preuves, ça peut aller de soi, hein, c'est un peu comme pour les recrutements, mais on ne le fait pas toujours, donc n'hésitez pas à creuser les références, à demander comment ça se passe auprès de clients qui ont des typologies de bâtiments proches ou des problématiques qui vous semblent proches de la vôtre, et à demander une phase pilote. Chez Adviseo, on travaille assez régulièrement sur des phases pilotes, que ce soit sur des périmètres plus restreints par rapport au patrimoine global ou sur le patrimoine global, mais sur une durée donnée. Et enfin, je pense que là, on vous l'a suffisamment martelé avec Amélina, ne sous-estimez pas la collecte des données et derrière ça, la capacité du prestataire à récupérer les données. Vous connaissez vos fournisseurs, vous connaissez les spécificités de vos sources de données. Concrètement, vous pouvez poser les questions de est-ce que vous êtes en capacité de récupérer cette donnée, comment et comment ça va se matérialiser sur la plateforme une fois que ces données sont collectées. Voilà, je vais laisser la main à Amélina pour vous présenter des cas pratiques d'utilisation sur l'énergie management. Donc, je vais présenter maintenant un cas pratique. Donc, un energy manager gère un parc d'une vingtaine de sites, par exemple, et on lui a demandé de réaliser de la performance énergétique, donc réduire la consommation.
Donc, ce n'est pas exhaustif, c'est juste pour vous présenter quelques fonctionnalités qui existent et qui sont très intéressantes pour l'Energy Manager et vont faciliter son travail. Donc, l'Energy Manager est face à son parc et il ne veut pas commencer à faire des audits énergétiques de tous les côtés. Il veut cibler les bâtiments qui consomment le plus et qui ont un fort potentiel d'amélioration. Donc, grâce à cet outil de comparaison, ici, le type d'analyse, c'est la performance énergétique. Il va pouvoir voir les bâtiments qui consomment le plus et qui ont un fort potentiel d'amélioration. Donc, il va en cibler un et va pouvoir aller plus en détail sur ce bâtiment. Sur cet outil de comparaison, il y a d'autres comparaisons, par exemple l'analyse financière, l'analyse environnementale, le bilan carbone, ou encore vous pouvez faire des analyses personnalisées et choisir vos axes d'abscisse et ordonnées. Donc, c'est très personnalisable et ça va vous permettre d'automatiser certaines analyses. Donc, une fois qu'il a ciblé son bâtiment, l'Energy Manager va vouloir avoir une vision assez globale du bâtiment, savoir quelle énergie il consomme, en quelle quantité, comparer ça à une référence de bâtiment similaire. Il va vouloir comparer ces données énergétiques à l'année précédente, ce qu'on peut voir sur la courbe de bilan des consommations d'énergie, mais surtout le comparer à une référence. Ce dont on a parlé précédemment, c'est qu'il est important de définir une référence claire avec une méthodologie rigoureuse et éprouvée. Par exemple, nous, en interne, on utilise l'IPMVP. Donc, je ne vais pas rentrer en détail sur ce sujet, mais c'est une méthodologie pour le calcul des économies d'énergie et il est important de pouvoir l'intégrer à la plateforme que vous allez choisir, car pas toutes les plateformes le font, ou sinon ils ont d'autres méthodologies. Vous, il faut que vous choisissiez la méthodologie que vous souhaitez de calcul des économies d'énergie et que vous puissiez le visualiser facilement sur la plateforme pour toujours avoir une référence et savoir où vous allez. Donc, une fois que vous avez eu une vision assez générale du bâtiment, vous allez vouloir faire des économies d'énergie, donc cibler les usages qui consomment le plus, par exemple. Pardon, j'avais oublié le petit encart sur l'IPMVP. Donc, vous allez vouloir rentrer dans le détail du bâtiment, donc ses usages et sa répartition géographique pour cibler les usages qui consomment le plus et voir où vous pourrez mettre en place des actions. Donc, vous pouvez obtenir ce type de graphique soit grâce à des ratios, si vous n'avez pas de sous-comptage, ou directement grâce à des capteurs ou récupérer les données de la GTB pour utiliser ces données et obtenir des graphiques qui vont vous aider dans vos analyses. Ici, on voit que c'est le chauffage qui consomme le plus et la répartition géographique cuisine. Donc, vous allez pouvoir cibler ces éléments-là. Enfin, une fois que vous avez ces informations-là, vous allez vouloir creuser. Donc, ici, par exemple, on peut voir la courbe de charge, table 10, donc récupérée de Enedis, qui va vous permettre de faire des analyses telles que est-ce que mon bâtiment consomme en période d'inoccupation, ce qui n'est pas normal. Est-ce que j'ai des pics de consommation le lundi matin? Peut-être que mon chauffage est mal réglé, etc. Et ça va vous amener plein de pistes pour faire des économies d'énergie et remplir plein d'actions dans le plan d'action qu'on va voir juste après. Mais toutes ces analyses, vous allez pouvoir les enregistrer et faire des tuiles personnalisées, notamment avec la semaine type dont on vous a parlé un peu précédemment, pour comparer le profil de semaine type avec la semaine d'avant, l'année d'avant, ou encore personnaliser des tuiles de confort pour suivre votre confort d'un coup d'œil. Là, on peut voir, par exemple, qu'au 3e étage, il fait trop chaud d'un coup d'œil. Donc, allez voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un problème de réglage, etc. Vous pouvez empiler des courbes, le comparer à la météo, ou encore analyser les sondes de température, de soufflage, etc. Et tout ça, vous allez pouvoir préenregistrer ces analyses et donc, dès que vous revenez sur votre plateforme, ce sera là, vous le verrez d'un coup d'œil. Pas de perte de temps à refaire les mêmes analyses à chaque fois. Donc, toutes ces analyses vont vous permettre de cibler des actions pour mettre en place des économies d'énergie. Donc, dans le plan d'action, vous allez pouvoir renseigner un titre, une description, mettre un responsable pour qu'il sache que c'est à lui de le faire, mettre des degrés d'importance, un statut, est-ce que c'est réalisé ou pas.
Et tout cela, ça va vous permettre d'avoir des indicateurs pour bien suivre votre plan d'action. Voir s'il a bien avancé entre ce mois-ci et le mois dernier. Mettre des dates d'échéance pour voir si les gens le font en temps, en heure, etc., etc. Et ce plan d'action va permettre à tous les acteurs de communiquer autour. Ils vont tous avoir accès à celui-ci. Et ça va permettre à l'Energy Manager de tout coordonner et donc de suivre son plan d'action de manière facilitée. Donc, je vais laisser Xavier conclure après ce cas pratique pour un Energy Manager. Merci Amélina. Donc on voulait synthétiser en 3 messages ce qu'on s'est dit au cours de ce webinaire. Le premier, et je pense que vous l'aurez compris, c'est que le choix de la plateforme, c'est essentiel qu'il soit pensé dans une stratégie énergétique globale. Globale, on pourrait ajouter durable. C'est-à-dire que la plateforme, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour vous permettre de faire effet de levier sur vos actions de réduction, de gagner du temps dans les différentes actions que vous allez mener pour atteindre les objectifs de réduction de consommation énergétique, et notamment celles qui sont imposées par le décret tertiaire. Donc, dès le départ, ayez cette vue-là plutôt que de siloter les projets. Ça paraît assez intuitif, mais on constate qu'il y a encore beaucoup d'organisations qui silotent beaucoup les choses. D'un côté, la collecte ou l'instrumentation, d'un autre côté, les travaux, d'un autre côté, la plateforme. Tout ça doit vraiment être pensé ensemble pour avoir la meilleure efficacité. Et notamment, ce n'est pas seulement environnemental, tout ça, c'est des questions économiques. C'est pour être sûr que ce que vous faites ait des retours sur investissement les plus intéressants pour vous possible. Ensuite, la plateforme et ce que montrait Amélina sur les plans d'action est symptomatique de ce point-là, doit être un outil qui sert de coordination entre les acteurs, pour qu'elle ne reste pas juste une plateforme qui vous aide à éditer des rapports et qu'elle soit concrètement opérationnelle pour vous aider dans les plans d'action. Et donc, nous, on conseille aux gens avec qui on travaille de bien regarder sur les plateformes, est-ce que vous allez être en capacité de définir des droits utilisateurs avec accès à des bâtiments donnés, avec accès à des rôles donnés dans les fonctionnalités, pour être sûr que tout ça serve d'interface de dialogue. Et ça nous semble assez fondamental, puisqu'encore une fois, et c'est l'objet du dernier point, autant vous pouvez en exiger beaucoup, et on vous le conseille, de la plateforme sur le plan de la fiabilité des données qu'elle vous apporte, et il faut être très exigeant là-dessus, et sur le plan du temps qu'elle vous fait gagner, de l'automatisation des tâches. Je pense qu'Amélina a montré une bonne partie notamment des outils de comparaison qui permettent d'avoir des référentiels plus simples, évidemment, que sur Excel. Mais n'en attendez pas trop. Quand on dit ça, n'attendez pas qu'elle vous fasse des économies d'énergie en tant que telle. Donc, l'économie d'énergie, elle est réalisée par des personnes, souvent une action. Les mainteneurs, là-dedans, ont un rôle assez important. Et la plateforme doit nous servir de support pour arriver à ces objectifs. Voilà, on est à peu près dans les temps de ce que je vois. Ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir répondre aux questions plus spécifiques que vous auriez. Donc, n'hésitez pas à les poser. Hop, je reprends en même temps le chat. Voilà, et j'en profite en même temps pour vous dire que donc le replay de ce webinaire sera disponible et on vous l'enverra par email. Vous aurez aussi la présentation qui sera disponible dans l'email qui relaiera le replay et aussi toutes les choses qu'on n'a pas pu creuser dans ce webinaire qui sont plus liées à votre projet spécifique. N'hésitez pas à nous solliciter sur des démonstrations ou des échanges avec nos équipes, nos energy managers. On sera heureux de vous accompagner sur toutes ces questions. Alors, il y a une question sur la semaine type et peut-être qu'Amélina, tu saurais répondre. Quelle méthode utilisez-vous pour définir une semaine type utilisée dans le cadre de détection des surconsommations sur un site? Alors, la méthode pour définir une semaine type, ça va être de prendre le profil de consommation sur la semaine et donc de la comparer au mois d'avant ou à l'année d'avant pour pouvoir voir si vous êtes amélioré dans le temps. Donc, je peux peut-être reprendre un exemple sur le PowerPoint.
Tac. Donc là, à droite, on a un exemple de semaine type. Donc, on va avoir celui qui va concerner les 30 derniers jours. Donc, ça va être une moyenne des semaines des 30 derniers jours. Et vous allez pouvoir le comparer aux 30 jours de la période précédente ou encore à l'année d'avant. Et donc, ça va vous permettre d'analyser tout ça et d'avoir ça visuellement directement sur la plateforme. Merci Amélina. Une autre question sur la production. C'est vrai qu'on n'a pas abordé la question de la production. Est-ce que vous avez des plateformes destinées aux centrales solaires de mégawatts? Alors, on commence à avoir des projets sur lesquels on doit intégrer des données plus seulement de ce qui est consommé, mais aussi de ce qui est produit. Notamment une commune qu'on accompagne qui est dans un territoire à énergie positive et qui a des centrales hydrauliques en l'occurrence. Donc, c'est effectivement des critères intéressants à regarder. Là, pour ce cas spécifique, on pourra, n'hésitez pas à nous soumettre la question par email et on pourra le regarder ensemble. Mais oui, on commence à intégrer, ça va devenir sans doute au fur et à mesure du temps un enjeu de plus en plus grand, plus pas seulement la consommation, mais aussi ce qui est produit. C'est un équilibre des deux qu'il faut pouvoir regarder. Pour la question qui concerne les coûts de la plateforme, alors évidemment, ça dépend de chaque plateforme, donc on ne va pas répondre pour nos confrères. N'hésitez pas à revenir vers nous sur ces questions, juste quand même vous donner un ordre d'idée sur la facture d'énergie. On a tendance à donner des grands équilibres. Sur la plateforme, vous pouvez être entre 1% et 2-3% de la facture d'énergie globale en fonction du type d'accompagnement et de jusqu'où vous allez sur le déploiement de la plateforme. Si c'est la plateforme seule et la collecte des données, on est plus proche des 1% potentiellement. Et ce qu'on illustrait tout à l'heure avec les puissances souscrites notamment et les optimisations sur les abonnements, on voit que ça peut, dans beaucoup de cas, rentabiliser ce petit investissement très vite, ne serait-ce que cette partie-là. Et après, vous avez tous les gains autour de la régulation, autour des programmations que la plateforme va pouvoir vous permettre de faire, qui vont contribuer à avoir un retour sur investissement très, très rapide. Donc, je déroule en même temps. Alors, sur les autres pays que la France, on a des clients en Belgique et en Suisse, notamment. C'est à chaque fois regarder de manière spécifique parce que forcément, ce n'est pas les mêmes fournisseurs, c'est pas les mêmes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des questions de mappeur de factures et d'intégration de ces factures dans la plateforme que vous choisirez. Donc, si vous avez des cas de ce type, c'est effectivement important de regarder est-ce que le fournisseur donné dans ce pays est intégrable. Et parfois, la réponse, ça peut être non, pas pour l'instant, et qu'est-ce que ça représenterait pour le faire. Donc, je pense sur le coût de la plateforme, on a à peu près répondu. Encore une fois, ça dépend de beaucoup de paramètres et notamment de ce que vous attendez autour de la plateforme. Si vous attendez juste la plateforme elle-même ou si vous attendez beaucoup d'accompagnement sur le paramétrage de cette plateforme pour qu'elle réponde bien à vos besoins, voire sur l'énergie management qui va vous aider, même si vous avez vous-même des énergéticiens au sein de vos organisations, pour vous appuyer dans vos démarches et vous aider dans les référentiels de comparaison. Alors, sur les écarts entre les données facturantes et facturées, c'est des problématiques très techniques en fait, liées au portail client. Et en fait, la différence qu'on constate parfois, ce n'est pas tellement sur la facture elle-même, qui elle était juste, qu'a rappelé Amélina, c'était quand on a extrait, et c'est ce que font la plupart des prestataires, hein, puisqu'on a la plupart du temps des mandats des clients pour récupérer leurs données GRD et fournisseurs sur leurs espaces clients. C'est sur ces données extraites par ce moyen-là que vous avez des écarts entre le fournisseur et le distributeur. Alors que la facture elle-même, y compris en kilowattheure, était juste. Mais c'est des choses qui montrent, encore une fois, ça c'est un cas donné, mais qui montrent l'importance d'avoir toujours en tête que les données doivent être contrôlées, vérifiées et qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Sur la notion d'intégration vis-à-vis des GTB, oui, on a des connecteurs, différents moyens pour connecter. Ça peut être des moyens très directs, comme par exemple l'envoi des données en FTP, des GTB à des fréquences données. Alors, ça va dépendre beaucoup aussi de ce qui est mis en GTB. Et on a aussi des box qui peuvent être mises pour aller aspirer les données des GTB et les intégrer sur la plateforme. Donc, on a pas mal de cas. Je ne sais pas si Amélina, tu en as rencontré différents sur tes projets. Oui, on en a plusieurs. Ça va dépendre du protocole de communication qu'il y a sur la GTB.
Mais on travaille à l'intégrer de plus en plus et on a déjà plusieurs exemples grâce à des box qu'on vient brancher directement sur le réseau. Je vous en prie pour la présentation. Et donc, comment faites-vous avec les systèmes de comptage existants, mise à jour, remplacement, et comment faites-vous apparaître l'impact des projets générant des économies d'énergie? C'est de bonnes questions qui mériteraient d'être creusées. Alors, sur les systèmes de comptage existants, il y a plusieurs grandes logiques, comme on l'a pu le dire. Par exemple, sur l'IoT, sur l'instrumentation, il nous est arrivé sur des projets de récupérer des capteurs qui avaient été déployés et de les faire communiquer avec notre plateforme. Et ça, c'est des choses spécifiques. C'est là où c'est intéressant de voir l'expérience qu'a chaque prestataire sur ces questions-là. On ne pourra pas dire a priori, sans avoir regardé la situation, que c'est sûr à 100% qu'on sait le récupérer, mais on l'a fait sur différents projets où les objets connectés ne remontaient pas des données suffisamment exploitables pour les clients. Et nous, en l'occurrence, le réseau qu'on utilise beaucoup, c'est le réseau LoRaWAN, que ce soit de Bouygues ou d'Orange. On n'a pas d'exclusivité sur le fournisseur là-dessus. Et après, il y a d'autres systèmes de comptage. Donc, quand il s'agit des compteurs, est-ce qu'ils sont communicants ou pas? S'ils sont communicants, on va pouvoir de fait récupérer les données avec le mandat que vous nous donnez pour le faire. Et ensuite, sur l'impact des projets générant des économies d'énergie, ça rejoint un petit peu ce que tu présentais, Amélina, sur les plans d'action, notamment avec des estimations qui sont faites par action. Et on a vu sur ces plans d'action qu'on essaye systématiquement de faire apparaître une économie estimée et une économie réalisée quand l'action est faite. C'est bien ça, Amélina. Oui. Et après, sinon, vous avez les courbes de bilan énergétique qu'on a présentées tout à l'heure avec la comparaison entre le référentiel et le consommé. Et là, avec le référentiel IPMVP, donc le référentiel IPMVP, il vient intégrer des facteurs exogènes aux règles de calcul, par exemple la météo pour des choses simples, mais aussi des critères qui peuvent être d'activité. Et le décret tertiaire là-dessus le dit, c'est que il y a une notion de volume d'activité. Dans le décret tertiaire, vis-à-vis des valeurs absolues, sans rentrer trop dans le détail, vous avez les usages CVC et les usages qu'ils appellent use, qui, pour ces derniers, correspondent à quel volume d'activité vous avez, et les indications de ces volumes d'activité sont calculées en fonction des typologies d'activités données. Par exemple, pour l'enseignement, ça va être les heures d'ouverture de l'école en heures de chauffe, hors heures de chauffe. Pour la logistique, ça peut être les consignes de température ou les hauteurs sous plafond. Voilà, vous avez différents cas comme ça qui sont pris en compte dans le cadre du décret. Alors, piloter les outils de comptage, on a quelques cas. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a des solutions technologiques qui sont assez neuves sur ces questions-là. Et on a pas mal de tests sur certains projets de justement pilotage des équipements. C'est-à-dire non plus seulement remonter effectivement de données, mais comment j'envoie, si c'était bien l'objet de votre question, des consignes à l'équipement. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez en tête spécifiquement sur ces questions-là pour qu'on puisse vous répondre plus précisément. Je ne vois pas d'autres questions. Sur le connecteur avec Operat. Est-ce qu'on étudie la solution? Oui, on l'étudie. On attend que la plateforme soit livrée. Okay. Ouais, alors Operat, alors effectivement, je pense qu'en ce moment, tous les acteurs avec lesquels vous discutez sur la plateforme vous disent, et on le dit aussi, hein, que la plateforme enverra les données de consommation vers Operat automatiquement, parce que les passerelles concrètes vers Operat ne sont pas construites parce que Operat n'a pas ouvert encore les connecteurs. Mais en tout cas, les plateformes qui sont ouvertes via des API qui sont en SaaS, il n'y a pas de raison technique qui ferait que ce ne serait pas possible. Simplement, les connecteurs, ils ne sont pas encore construits puisque Operat ne les a pas ouverts. Est-ce que tu vois d'autres questions, Amélina, qui auraient été… Je n'ai pas vu d'autres apparaître.
Ah, ok, c'est une précision sur l'outil de comptage. Si bug, arrête l'outil de comptage. Effectivement, enfin, si c'est il y a un commentaire sur si bug, arrêt de l'outil de comptage. Quand on parlait de la fiabilisation des données, il y a une notion aussi de complétude des données. Parfois, vous pouvez avoir des trous de données pour des raisons X ou Y, et c'est là l'importance aussi, à la fois de la data science pour vous aider à détecter quand vous avez des anomalies dans le comportement des données, et aussi des énergéticiens et des gens qui vont regarder pour vous alerter sur ces questions-là. Voilà, n'hésitez pas, donc encore une fois, à poser vos questions dans la présentation. Vous aurez toutes nos coordonnées. Un grand merci pour votre participation, pour votre attention. Bon courage à tous dans vos projets justement de choix de plateformes de suivi énergétique et surtout de réduction de consommation de vos bâtiments. Il y a des défis qui sont à la fois très importants, complexes, mais aussi super intéressants. Et nous, on aurait plaisir à vous accompagner sur tout ça. Voilà, merci encore à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.